Ouais, je Ouais, lance très bien. l'enregistrement. Voilà. Donc, monsieur, simplement, juste avant que je ne passe la parole à chacun de mes camarades pour vous resituer un peu le contexte, tous les cinq, nous avons commencé notre formation de coach au CIC début 2020. Et là, nous sommes en fait en sous-groupe pour travailler sur un thème dont le sujet est qu'est-ce que la présence dans la relation de coach, de coaching, quels en sont les enjeux pour le coach et pour le coaché. Voilà. Donc, c'est un sous-groupe sur ce thème et nous avons bien sûr commencé à y travailler. Et dans nos travaux, il y a bien sûr eu la lecture de votre ouvrage, L'art véritable du maître coach. Ah. Oui. C'est la raison pour laquelle, en fait, nous sommes très heureux de ce contact privilégié avec vous. Je vais donc maintenant laisser la parole à mes camarades pour se présenter et c'est Marc qui vous posera la première question. Est-ce que ça vous convient de procéder de la sorte? Ah, tout à fait. Oui. Très bien. Donc, bonsoir, Monsieur Cardon. Je suis Marc, j'ai 57 ans. Je suis manager dans la banque et j'ai décidé de me reconvertir et en suivant cette formation pour, dans l'espoir de m'installer en consultant, coach libéral. Si j'embraye directement sur la question, ma question, elle voulait porter sur les protocoles et les outils. En fait, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Vous m'entendez peut-être pas bien? Oui, votre son est un peu métallique, mais enfin bon. Donc, est-ce que vous pouvez répéter le début de la phrase? Oui, bien sûr. Ma question concerne les protocoles et les outils, parce que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt toutes les mentions que vous portez dans le livre. Et en tant qu'apprenti, je voulais vous demander dans quelle mesure, avant de les désapprendre, ces protocoles et ces outils pouvaient servir ou desservir le coach en devenir dans la construction et le déploiement de sa présence au service de coaching. Alors, bien entendu, les outils, comme vous dites, mais en fait, les compétences de coach, c'est-à-dire ses compétences linguistiques, sa capacité d'écoute, de relance, etc., sont extrêmement importants. Il faut les apprendre, il faut savoir bien les servir. Si vous voulez, dans mon esprit, enfin, moi, je fais partie de la mouvance de l'International Coach Federation, l'ICF, et dans leurs compétences, ils ne citent pas d'outils dans le sens PNL, analyse transactionnelle, Gestalt, etc. Ils ne citent que des compétences. Il y en avait 11, c'est devenu 8 compétences, c'est des compétences de communication. Et c'est là-dessus qu'on évalue les capacités professionnelles d'un coach. Ce n'est pas sur des outils théoriques ou d'autres cadres de référence préexistants au coaching. Donc, pour répondre à votre question, je crois que c'est très important pour un coach débutant de bien connaître ses compétences, de bien savoir les servir. Et une des compétences majeures, bien entendu, c'est tout ce qui tourne autour de l'écoute, la présence, le respect du client et toutes sortes d'autres compétences autour de la présence. Qui donc doivent pouvoir être évaluées, perçues, entendues, évaluer. Alors moi, j'ajoute à ça, bien entendu, d'autres compétences systémiques du genre savoir manifester une position basse qui est respectueuse, qui est une de non-savoir, etc. Il y a d'autres compétences qui peuvent se manifester qui ne sont pas forcément citées par l'ICF. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui. Merci. Ok, je prends le relais du coup. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. D'accord, très bien. Bonsoir, Monsieur Gardon. Donc, je suis Béatrice, je suis ingénieure en microélectronique
actuellement, et donc je suis cette formation au CIC dans le but d'intégrer le coaching center au sein de mon entreprise, donc être coach professionnel au sein de mon entreprise à temps partiel, tout en continuant mon métier. Et donc ma question est la suivante, justement pour rebondir sur votre position basse et le jeu des silences. Dans votre livre, vous parlez de coaching d'aspiration. Ce que j'en comprends, c'est qu'on va de questions pertinentes en questions pertinentes qui, du coup, font qu'on va de silence en silence, ces silences générés par ces questions pertinentes qui font que le coaché va creuser un peu davantage en lui. Et c'est cela qui permet d'ouvrir le champ des possibilités et de générer le rythme du coaching. Et ma question est la suivante, c'est en tant que coach débutant, aller de questions pertinentes en questions pertinentes, c'est plutôt difficile. Donc je vois une manière, on rejoint les protocoles, c'est-à-dire que lorsqu'on a une parfaite connaissance du protocole, on peut en quelque sorte s'en libérer, sachant qu'on a une question d'avance, pour être très terre à terre, une sorte de une question d'avance, ce qui fait qu'on est libre d'être totalement dans la présence, éventuellement laisser émerger une autre question qui pourrait être plus pertinente. Mais en tout cas, moi, je ne vois que cette manière de procéder. Et ma question, c'est, envoyez-vous d'autres. Alors, il y a une petite subtilité pour moi, en fait. Je ne sais pas ce que vous appelez une question pertinente. Autrement dit, pour moi, dans le coaching, il y a des questions qui sont, j'espère, toutes pertinentes, mais il y a quelques questions qui sont des questions qui vont m'aider la bascule du coaching. Et ça, c'est des questions puissantes. Ouais. Et en fait, un coach ne va pas de question puissante à question puissante. Normalement, il va démarrer le coaching avec des questions qui devraient être pertinentes, qui va aider le client à avancer dans sa recherche. Et à un moment, il va plutôt servir une question puissante qui, là, va vraiment élargir le cadre de référence et lancer le client dans son silence et éventuellement une réponse à cette question. Ensuite, le coaching va probablement me poser d'autres questions pertinentes pour élargir cette réponse, pour aider le client à creuser ce sillon-là. Il ne va pas poser d'autres questions puissantes qui vont dans d'autres directions pour élargir d'autres horizons. Ce serait comme de vouloir faire un feu d'artifice. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc, une bonne question puissante lors d'une session de coaching devrait suffire. Il y a tout ce qui amène à la question, il y a la question et il y a le travail ensuite de suivi de cette question jusqu'à une bonne élaboration de ce que le client veut à travers la question. Et ensuite, il y a des questions, on pourrait dire, d'atterrissage, de plan d'action, de structuration de son travail par la suite. Donc, c'est comme si le coaching, dans sa courbe, on pourrait dire, c'est un genre de plan de vol. Il y a le début qui sert à clarifier le contrat. Il y a un genre de point de non-retour où il y a la question puissante qui va vraiment aider la bascule du client dans un nouvel environnement. Et ensuite, il y a tout le suivi, il y a la consolidation de ce nouvel environnement. Et ensuite, il y a l'atterrissage vers un plan d'action. Donc, je fais une grande différence entre des questions pertinentes, j'espère qu'elles le sont toutes, et des questions puissantes. Et là, normalement, il y en a une seule. Ouais. C'est une question stratégique. Ouais. Ouais. Et vous parlez du temps de silence après une question. Le silence du coaché qui peut être révélateur de la pertinence ou de la puissance de la question. Si j'interprète ce que vous dites, du coup, en début de coaching, on peut
si j'ose dire, dérouler notre protocole ou nos questions, on va dire, pertinentes, qui peuvent générer des petits silences? Oui, en même temps, plus vous démarrez vite avec votre question puissante, plus le coaching va basculer rapidement et Ouais. plus le client va avancer presque d'office et plus le coaching sera court. Enfin, sur le thème que travaille le client. Alors, Ouais, si le client a 1 heure, il y a le temps de traiter plusieurs sujets. Ce n'est pas la peine de dérouler un protocole en attendant si on peut tout de suite aider le client à basculer. Ouais. Alors, quelquefois, le client n'est pas du tout prêt au coaching. C'est-à-dire que quelquefois, ce que je constate, c'est si on lui pose dès le début, bon, d'ici la fin de la séance, à quoi veux-tu vraiment aboutir? Et là, il va être dans le silence parce qu'il est un peu venu les mains dans les poches et il va se dire, bon Dieu, mais bien sûr, qu'est-ce que je veux de cette séance? Et là, ça va tout de suite mener à un silence. Mais c'est une question presque de contrat, ça. Ce n'est pas une question qui va faire basculer le coaching. Cela dit, la vraie question du client, c'est toujours, mais bon Dieu, qu'est-ce que je veux, quoi. Qu'est-ce que je veux? Ouais. Et c'est pas faux. Ouais. Ok, merci. Ok, je continue. C'est chacun son tour, là, vous respectez Ouais, bien ouais. le protocole. On est rodés. Hein. Je respecte les silences. Alors, j'ai relevé dans votre livre L'art véritable du maître coach. Alors, vous êtes la bien personne se présente. Au début, il y avait une. Ah oui, pardon. Excusez-moi, alors je me présente. Donc, je suis Fabienne Escoffier. Je suis la personne que vous avez eue sur LinkedIn, du coup. Alors, moi, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans différents groupes en poste de manager ou de poste à responsabilité. Et ça fait 10 ans que je me pose la question de devenir coach et j'ai fait le grand saut il y a quelques mois, donc en arrêtant de travailler pour me former donc au Centre international du coach et en faire mon métier. Félicitations. C'est pas encore gagné, mais on fait tout pour. Alors, donc, j'ai relevé dans votre livre plusieurs références à la méditation, à l'alchimie, à la dimension spirituelle dans les phénomènes synchroniques, notamment. Et donc, ça m'amène à une question. Qu'est-ce qui, pour vous, dans la présence, dans la relation de coaching, relève de l'irrationnel? Et quels sont vos conseils pour maîtriser ce champ si singulier? Qu'est-ce qui relève de l'irrationnel? Ça, c'est une question un peu difficile, dans la mesure où il faut quand même définir les termes. Mais pour beaucoup de gens dans la réalité quotidienne, il y a un réel qui est plutôt instrumental, qui est le réel de tous les mondes, qui est le réel de cause à effet qu'on peut mesurer. Et puis, si on écoute aujourd'hui d'autres théories qui viennent de la mécanique quantique ou qui viennent de Jung ou qui viennent d'autres traditions, on peut parler de traditions spirituelles ou pas, c'est d'autres modèles sur la réalité. Donc, pour la mécanique quantique, en fait, tout est lié. La communication, plus vite que la vitesse de la lumière, ça existe. C'est le théorème de Bell qui a été plus ou moins prouvé avec l'expérience et les expériences d'Aspect. Au niveau du CERN, ils sont en train de vraiment explorer les limites de ce qu'on appelle la réalité. Et aujourd'hui, ça rentre quand même dans le champ de référentiel, je veux dire, des personnes qui veulent réfléchir autrement, ce qui normalement fait partie du métier de coach. Donc, personnellement, je pense que c'est intéressant de s'inspirer de toutes sortes d'autres théories qui ne sont pas celles qui héritent de la révolution industrielle. Autrement dit, ce que la révolution industrielle ou les scientifiques vont dire, c'est pas prouvé, donc ça n'existe pas. Alors, la définition de la science même, c'est de dire une hypothèse
n'est jamais prouvée. Une hypothèse, toute théorie, Einstein le disait, est fausse. Toute théorie est fausse. Il y en a certaines qui sont temporairement utiles. Et on pourrait donc penser que toute la construction de la révolution industrielle et de la science, on pourrait dire mécanique, qui est newtonienne ou cartésienne, est arrivée au bout de ses limites aujourd'hui et que les sciences poussent la définition de la réalité beaucoup plus loin. Les sciences modernes, je parle. Donc ça, c'est en mécanique quantique, en astrologie et autres. Je veux dire, il y a une réalité. Elle n'est pas irrationnelle. Elle est simplement pas newtonienne. Alors les deux existent conjointement, mais on peut, si l'on veut, sortir d'une et épouser l'autre selon sa pertinence. Donc Jung, qui a inventé le terme de synchronicité, je trouve était assez brillant. Bon, il a quand même perçu une autre réalité, c'est-à-dire que des phénomènes qui semblent ne pas appartenir au même champ causal ont quand même des liens de sens. Bon, aujourd'hui, on pourrait dire que la mécanique quantique et des théories sur l'univers holographique poussent ça beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'ils disent que toute la réalité est synchronique tout le temps. Ce n'est pas des occurrences occasionnelles auxquelles on a accès par chance, par hasard ou par conscience épisodique. On pourrait penser que petit à petit, on serait capable de vivre constamment dans une réalité plutôt holographique. Autrement dit, capter des sens qui sont conjoints, qui se reflètent, qui ont des échos les uns avec les autres tout le temps. Autrement dit, en permanence. Et ça, c'est une autre réalité. Autrement dit, la synchronicité, elle est permanente. C'est un autre théorème. Il a le mérite de ne pas être prouvé faux. Autrement dit, pour la science, il faut vraiment se pencher sur la définition de ce qui est scientifique. Par exemple, il y a des scientifiques qui disent l'astrologie n'a jamais été prouvée comme vraie, donc elle est fausse. C'est vraiment une approche non scientifique, parce qu'il faut prouver que c'est faux, et entre-temps, on agit comme si c'était vrai. Personne n'a prouvé que l'astrologie était fausse, pour le moment. Donc, c'est une hypothèse valable. Si je suis scientifique, je ne vais pas dire que c'est faux, à moins d'être dogmatique. Et là, il y a pas mal de sciences modernes, il y a beaucoup qui sont vraiment très dogmatiques. C'est-à-dire que si ça sort de leur expérience, ils vont dire ça n'existe pas, ce n'est pas prouvé comme vrai. Ce qui est absolument non scientifique. Donc personnellement, je trouve que ça vaut le coup de prendre toutes sortes de modèles théoriques les uns après les autres et se dire bon, mais on va agir comme si c'était vrai jusqu'à ce que je puisse prouver que c'est faux. Et aujourd'hui, il y a énormément de scientifiques modernes qui ont cette attitude. Alors, ce n'est pas la science de tous les jours. Merci. Ce qui fait que si vous avez ce point de vue et cette aptitude, parce que ça se rôde, vous pouvez vous entraîner à capter des éléments, on pourrait dire, de l'enjeu du client, de son contexte, de tout ce qu'il veut résoudre, avant même qu'il ouvre la parole, qu'il ouvre sa bouche.
par sa façon de parler, je ne sais pas, de son appartement ou quelque chose d'anodin de son sport ou des problèmes de circulation en arrivant ou toute introduction avant même qu'on démarre le coaching est très riche d'enseignements qui vous éclairent sur tout le sujet qui va suivre. Si vous savez écouter, vous avez déjà beaucoup d'indications. Et il y a des liens à faire entre tout et tout. Alors, sans jamais expliquer tout ça, simplement en déroulant des compétences de communication, en posant des questions, en disant je dis n'importe quoi, mais tout à l'heure tu parlais de ton appartement, là tu parles de ton job, j'ai l'impression que tu te répètes un peu. C'est deux choses différentes, mais c'est un peu les mêmes formes que tu déroules là. Je vais aider le client à réfléchir simultanément dans les deux domaines. Alors, il n'y a pas plus tard que samedi dernier, j'étais avec une PDG où toute son introduction, c'était sur tout le parcours physique qu'elle avait fait cet été pour mieux se soigner, s'occuper de son corps, des problèmes d'intestin, de nerfs, de thyroïde, etc. Et dès qu'elle est sous stress, tout ça commence à flamber, quoi. Et après, elle parlait de son organisation. Il y a des tas de choses qu'elle disait par rapport à son approche médicale qui s'appliquaient à son organisation et vice-versa. C'est très, très intéressant. Il y a un lien direct entre le corps d'un patron et son entreprise. Ouais. Enfin, c'est une illustration. Et justement, dans cet exemple, le rôle du coach, quel est votre conseil à ce moment-là pour inviter à stimuler la réflexion pour... Moi, c'est comme d'habitude, c'est toutes les compétences habituelles. C'est la position basse en disant « je dis peut-être n'importe quoi ». Mais je trouve que ce que tu racontes là de ton entreprise, ça ressemble fortement à ce que tu disais en introduction. À l'occasion, elle disait, j'ai accès à un genre de concierge médical. J'ai dit, ah bon, c'est quoi? Elle m'a dit, c'est des gens qui vous trouvent les meilleurs dans le monde entier, les meilleurs médecins. Donc, si vous leur posez une question, ils vont vous dire, bon, il y a tel Allemand ou tel Italien ou je ne sais pas quoi. Un peu plus tard, on parlait elle est en pleine fusion et son entreprise, en gros, va doubler. La moitié de son comité de direction n'est pas forcément à niveau pour doubler, de braquer, en fait, pour passer de, je ne sais pas, 5000 personnes à 10 000. Donc, je lui ai dit, quel est l'équivalent de ton concierge médical au niveau organisation pour trouver les meilleurs? D'accord. Et elle a très vite commencé à réfléchir là-dedans en disant c'est marrant ton truc parce qu'effectivement il y a des tas de liens. Il y a des liens partout. C'est pas la peine de la jouer théorique. C'est dans les compétences qu'on déroule axées sur comment aider le client à réfléchir. Et elle sait, à l'occasion c'est une femme, elle sait très bien réfléchir. Simplement, elle ne fait pas les liens dans toutes ces coïncidences de vie. Autrement dit, les éléments qui coïncident dans sa vie actuelle. Okay. Alors là, il en reste deux, je ne sais pas lequel va y aller. En fait, pour tout vous dire, ce n'est pas vraiment mon tour, mais j'aurais bien aimé justement rebondir par rapport à ce que vous venez de dire, et notamment sur la première réponse que vous avez apportée tout à l'heure à Marc sur, vous avez dit, dans ma formation, c'est bien connaître ses compétences. Et là, justement, en l'occurrence, dans l'exemple que vous donnez, qu'est-ce que dans votre formation d'ICF, vous avez appris à développer pour justement créer ces liens entre tout et tout?
Alors, la formation de coach est extrêmement importante, c'est-à-dire que la formation doit passer par du rodage systématique. Et ce que j'appelle systématique, c'est de faire des heures et des heures et des heures et des heures de coaching pendant sa formation. Et ce que je demande à mes participants, c'est de mettre 2 heures par jour de rodage entre eux par téléphone tous les jours. Et ils font ça pendant 3 mois. Tour à tour, coach client, pour roder juste les compétences que je leur donne et pas d'autres. Pour ne pas parler d'autre chose, pas faire autre chose que de roder les compétences que je leur égrène petit à petit. Et c'est des compétences qui sont là pour développer leur conscience systémique. Donc pour les dérouler, ils doivent prendre conscience de ce qui se passe et en parler. Et là, il y a un certain nombre de compétences clés systémiques qui, pendant leur rodage, a pour objectif réel de développer leur conscience de ce qui se passe pendant que le client parle. Alors, c'est comme en salle de musculation, si vous ne faites pas vos 2 heures par jour, ou comme pour apprendre à jouer au piano ou la natation, vous n'allez pas devenir très bon. Autrement dit, ce n'est pas intellectuel le coaching, ce n'est pas la peine de se la jouer sur des tas de théories plus ou moins inutiles si on ne sait pas faire. Il faut d'abord savoir faire. C'est comme la natation, ce n'est pas la peine de lire des bouquins sur la natation. Si vous sautez à l'eau, vous allez couler. Il faut faire des longueurs et des longueurs et des longueurs et des longueurs, et après, peut-être lire un livre vous donnera quelques idées, mais autant être en supervision. Bon. Donc, personnellement, pour les coachs que je forme, la seule formation qui compte, c'est des heures de rodage. Donc, au bout de 3 mois, ils ont fait 180 heures, c'est 2 heures par jour, de coaching. Et ils ne vont pas dire qu'ils ne savent pas faire parce qu'ils n'ont fait que ça. Alors, c'est là que ça commence. Parce que 3 mois de formation, c'est rien. Face à une carrière où on fait, je ne sais pas, 10, 15 000 heures de vol. C'est comme un commandant de bord. S'il n'a pas ses 10 000 heures de vol, puis il est presque un junior, quoi. On ne peut pas passer de commandant de bord, je crois, avant d'avoir ses 4 000, quoi. Là, on est pilote. Bon, en coaching, de dire qu'on peut se lancer avec 100 heures, si on dit ça à un pilote, il va dire, bon, il vaut mieux que l'avion ne quitte pas le sol, quoi. Alors, un métier, c'est un métier, hein, ce n'est pas un champ de connaissances. Le champ de connaissances, on pourrait l'appeler le coachingologie. Mais le métier, c'est du coaching. Et ça s'apprend en le faisant. Donc, oui, les compétences, c'est des compétences où il faut savoir réagir sur les chapeaux de roue avec exactement le commentaire qu'il faut. Il faut pouvoir capter les diverses résonances entre le coach et le client et entre le client et le client. Par exemple, sur le sujet que je disais tout à l'heure, personnellement, j'ai passé tout l'été à travailler sur mon corps et mon problème corporel aussi, comme par hasard. Donc, j'étais immédiatement en résonance avec la cliente et tout ce qu'elle disait sur son métier m'aidait à réfléchir à ce que j'ai besoin de faire côté professionnel qui correspond à l'alignement corporel que j'ai entamé cet été. Autrement dit, le client et le coach a toujours un thème commun. Il faut en être conscient. C'est-à-dire ? Il faut en être conscient. Quand le client commence à parler, il faut se dire, tiens, comment est-ce que ça me concerne aussi? Qui est cette personne dans ma vie? Qu'est-ce que je joue dans son enjeu? Comment est-ce qu'on a une résonance commune? On fait partie de la même fractale. On est en synchronicité. Ça, c'est pour utiliser des mots qui viennent d'ici et d'ailleurs, quoi.
Alors, d'autres vont dire c'est le transfert, le contre-transfert. Bon, si vous voulez. Mais c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, il faut en être conscient et s'en servir intelligemment, bien entendu, de façon pertinente. Et cette conscience ne vient que si je suis présent. Pardon? Et cette conscience, je ne peux l'avoir que si je suis bien présent. Ah, bien entendu, tout ça, ça ramène à la présence du coach. Que je préfère comme mot sur le mot posture. J'utilise jamais ce mot. Le mot posture, dont raffolent tous les coachs qui parlent de posture et d'imposture. Je trouve que c'est les mêmes qui parlent de la posture de coach et qui parlent de l'imposture de tous les autres coachs, sauf eux-mêmes, bien entendu. Alors que le problème, c'est de la présence. La présence respectueuse du coach et de tout ce que du client et de tout ce qui se passe entre eux et vraiment savourer cet instant de partage, quoi. Je trouve que vous prenez beaucoup trop de notes. J'ai sorti mon verre. Je viens de dîner hein, tout à l'heure. Je me suis dévoilé. J'ai mon verre de vin que je finis tranquillement. À la vôtre. Agnès, tu veux prendre le relais ou pas? Oui. Super. Oui, vous m'entendez bien. Je vous entends mal. Est-ce que c'est mieux? Oui. Si alors, Agnès, ouais, super. Oui, si vous parlez dans le micro, ça doit être bon. Bonsoir, Monsieur Cardon. Donc, Agnès Saez. Moi, j'ai exercé sur les 25 dernières années dans le domaine des ressources humaines. Et là, je viens de créer ma société pour exercer en tant que coach indépendante. Très bien. Voilà. Ma question, c'est quel conseil vous pourriez nous apporter pour nous permettre de faire émerger notre singularité de coach? Ah, ça c'est une question intéressante. Je vais commencer par râler un petit peu, c'est-à-dire que chaque fois que j'ai quelqu'un qui demande à être en lien avec moi sur LinkedIn, je commence à regarder attentivement parce qu'il y a une armée de personnes qui s'adressent à des coachs pour leur dire qu'ils doivent travailler sur leur réseau, qu'ils ont besoin de fournisseurs pour ceci, qu'ils doivent travailler sur leur look, leur positionnement, leur différenciation, etc. etc. C'est des marketeurs et généralement en herbe et ils ont décidé de cibler les coachs. Donc ces gens-là ne regardent même pas ce que je fais ou autre, mais je n'ai pas dit oui que dans les minutes qui suivent, ils sont en train de vendre leur salade. Et donc ça devient carrément du harcèlement. Sur le point de la différenciation de coach, je trouve que c'est un problème de marketing qui s'adresse à du tout venant. Autrement dit, si vous vendez des petits pains et tous vos concurrents vendent les mêmes petits pains, si vous arrivez à vous différencier, vous allez quand même pouvoir gagner quelque chose. Autrement dit, attirer l'attention, ne serait-ce que passagèrement. Le problème avec le coaching, c'est que ce n'est pas la même chose que la vente des petits pains. C'est-à-dire qu'à mon sens, il n'y a pas de relation de coaching qui sont pareils, il n'y a pas deux clients qui sont pareils, il n'y a pas deux coachs qui sont pareils. Et le seul facteur différenciant aujourd'hui, ce serait d'arrêter de vouloir se différencier. Parce que tout le monde veut se différencier, ce qui fait qu'ils sont tous pareils et ça ne différencie plus, très paradoxalement. Et ce n'est pas un package que les clients achètent dans une masse indifférenciée de coaching, c'est une relation très personnelle avec une personne
que le client cherche, où il va pouvoir se livrer, si possible, dans une relation de coaching qui est unique, où le coach ne va pas dérouler un truc qui déroule avec tous les autres, etc. etc. Autrement dit, c'est comme de dire quel est le facteur différenciant si je veux me marier. Bon, il n'y a pas un marché du mariage, il n'y a pas des gens qui cherchent la différenciation de leur futur mari ou future épouse en les comparant tous comme ça. C'est une relation intime, le coaching. Donc, de vouloir traiter ça comme si c'était un marché de masse, c'est vraiment ne rien comprendre à ce qu'est l'intimité d'une relation de coaching. Il faudrait s'adresser à chaque client comme s'il est unique, il faut aller le chercher comme s'il est unique, il faut le respecter parce qu'il est unique, et il faut développer une relation de coaching qui sera unique, qui sera tout à fait liée à qui je suis aujourd'hui, à qui il est aujourd'hui, à ce qu'il veut devenir, à ce que je veux devenir, et comment on va partager ce bout de parcours ensemble. Ce n'est pas quelque chose qu'on vend avec du packaging. Donc personnellement, je pourrais dire que pour un débutant, à la limite, si je l'écoute coacher, je pourrais savoir de quelle école il sort. S'il est PCC, je pourrais savoir de quel pays il vient. Et s'il est MCC, je pourrais ne pas du tout le situer, à part bien sûr son accent ou autre chose, mais pas par la qualité de son coaching. Autrement dit, un vraiment bon coach, il est différent. Et c'est à ça que les débutants devraient œuvrer, c'est à être qui ils sont, comme s'ils rentraient dans une relation d'intimité. C'est pas avec un look, des gadgets, des gimmicks, des outils qu'on met en avant, et surtout pas en cherchant à se différencier des autres, comme si on était en compétition. C'est au client de choisir, c'est pas au coach d'aller se mettre en valeur, en position haute, tout en prétendant que voilà. Alors, s'il y a un critère sous-jacent, c'est que je trouve que le coaching est une relation d'intimité. Et que les 3/4 des gens qui viennent au coaching ont peur de l'intimité. Autrement dit, ils viennent au coaching pour traiter leurs propres problèmes d'intimité, tout en voulant se cacher. En espérant que le client va se dévoiler et que là, ils vont avoir des aperçus de cette intimité qui leur échappe. Alors que la première étape pour un coach, c'est de commencer à se mettre à nu lui aussi. Autrement dit, d'être le plus authentique possible dans sa présence sans artifice. Et ça, c'est accepter une relation d'intimité et savoir y aller. Et c'est très difficile pour les débutants. À moins qu'ils savent qui ils sont, autrement dit, de vraiment y aller avec leur confiance en eux, leur confiance dans le client, leur confiance dans l'univers, que les choses vont très bien se passer et d'y aller, et de faire leurs erreurs et d'apprendre, de ne pas prétendre être parfait, de ne pas prétendre avoir résolu tous leurs problèmes, etc., etc. Restons humains. Ok, donc c'est effectivement à moi de poser la question. Donc moi, je m'appelle Philippe Canton-Leboche, je suis manager de transition. Et c'est vrai que ce que j'ai lu dans votre livre cet été m'a fortement déstabilisé. Parce que d'un côté, au CIC, justement, on est entraîné à apprendre les protocoles et que j'en étais arrivé à la conclusion pendant les modules de cours que bien sûr, il fallait que j'apprenne mes protocoles.
Et que dans le même temps, en lisant votre livre, je dis, mais non, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être pas la façon dont il faut faire pour arriver à être coach, il y a peut-être autre chose. Et là, ce soir, en vous entendant, je suis de la même façon déstabilisé, mais sur d'autres sujets. Désolé. Pardon? Désolé. Au contraire, ça crée le mouvement. Merci. Mais ma question, du coup, c'est de dire, est-ce que ce soit dans l'apprentissage que vous avez eu dans votre formation, est-ce qu'à un moment donné, justement, il y a des apprentissages et ou des protocoles qui sont tellement incarnés, qui se déroulent de façon inconsciente? C'est comme ça que votre livre a en fait. Oui, alors le mot protocole, moi, me surprend un peu parce qu'un protocole, c'est comme une procédure. Autrement dit, on fait ça, puis on fait ça, puis on fait ça, puis on fait ça, puis on fait ça. Mythe au milieu, on pourrait changer le client, ça ne me dérange pas. Je continue à faire mon protocole, quoi. Donc, si je suis un protocole, j'ai du mal à suivre le client. Et normalement, dans ce que j'enseigne, moi, il n'y a pas de protocole, il y a des compétences. C'est ça, ouais. On peut les servir dans le désordre. Bon, il y a un ordre a priori, c'est comme cette histoire de plan de vol. Bon, mais ce n'est pas un protocole, c'est un processus, ce n'est pas une procédure. Donc un processus, c'est comme un processus de croissance ou un processus de découverte, il n'y en a pas deux pareils. Ce n'est pas des procédures. Les procédures, c'est comme des procédures d'ingénieurs. Les ingénieurs, ils pensent en procédure et souvent, ils utilisent le mot processus. Il n'y a pas deux plantes qui poussent pareil. Ce n'est pas une procédure de croissance, c'est un processus. On ne fait pas toujours la même chose avec deux plantes différentes ou deux enfants différents. Donc, ce n'est pas des machines, quoi. On est dans le monde du vivant. Et là, il y a le grand écart entre l'approche newtonienne qui veut traiter le corps humain comme si c'était des machines avec des pièces interchangeables, etc., etc. On va d'ailleurs les remplacer par des machines, tout le bazar, et toute la notion de ce qu'est le vivant. Et c'est un vrai grand écart. Alors personnellement, je suis aujourd'hui plus proche des sciences vraiment modernes, c'est-à-dire qui reviennent dans le vivant avec un autre regard que le regard cartésien et newtonien, mécaniste. L'univers n'est pas une grande machine. Donc la notion de protocole, pour moi, disparaît. Il y a des processus qu'on devrait pouvoir suivre plus ou moins, tout en sachant vraiment s'ajuster à tout instant pour faire autre chose totalement. Le coaching, c'est une démarche émergente. Autrement dit, on ne sait jamais où ça va aller, on ne sait jamais comment ça va finir, et on s'ajuste à tous les coups, comme dans une danse, quoi. Il y a l'environnement qui est mouvant. On ne peut pas prévoir tout ce qui va se passer sur la piste de danse avec tous les autres danseurs en suivant notre protocole ou notre procédure. Donc là, il y a vraiment des écarts de cadre de référence en ce qui me concerne. Donc, alors, cela dit, pour répondre à votre question, moi, sans doute, j'ai appris des choses parce que j'étais formateur. Il y a 45 ans, j'ai fait beaucoup de formations. À l'époque, analyse transactionnelle, c'était un peu plus rigide comme approche. Pour passer des examens en analyse transactionnelle, il faut apprendre Berne en latin et pouvoir le roter à l'envers, etc. C'est très verlan, mais je veux dire, c'est très rigide comme monde. La PNL aussi, il y a des procédures, mais la PNL, c'est fait pour des obsessionnels, c'est-à-dire qu'il faut voir l'autre, il faut le mettre dans des cases, il faut savoir ce qu'on va en faire et on déroule des procédures. Alors, ça peut marcher, c'est très bien. Je trouve que la PNL est géniale pour traiter des phobies, etc. Ça rejoint l'hypnose, j'aime bien le travail d'Erickson, mais Erickson ne suivait pas des procédures. Il ne faisait pas de la PNL. Il suivait son intuition.
Donc c'est le problème des enseignements aujourd'hui, c'est que tous ces grands courants reposent sur quelqu'un qui était génial, qui faisait son truc, d'autres l'ont observé et ont mis ça en méthode, on enseigne la méthode que la personne à l'origine ne suivait pas. Oui. Okay. Les gens ont voulu modéliser. Donc tout est modélisé. Et je connais un très bon psychologue, en fait, qui a étudié toutes les différentes psychologies. En fait, il a étudié des études de résultats de différentes psychologies. Il en a trouvé, je ne sais pas, 250 ou quelque chose comme ça. Des études sur des courants psychologiques et sur les résultats. Et sa conclusion, c'est que tous les courants psychologiques réussissent grâce à la relation de la personne qui était à l'origine, la relation qu'il savait établir avec ses patients. Et que à 85%, c'est ça qui marche. La méthode qu'on a distillée, peut-être qu'elle est bonne à 5%. Mais l'ennui aujourd'hui dans beaucoup d'enseignements, c'est qu'on va enseigner ces 5% et non pas la présence nécessaire, qui est fondamentale dans le travail de guérison. Pour tous ces grands, c'est la présence qui compte et non pas la méthode. Et c'est la seule chose que les écoles s'évertuent à ne pas enseigner. Elles devraient enseigner ça à 85%, 90%. Le reste, c'est des gadgets. Donc, les protocoles, j'y crois pas. Oui, c'est bien ce que j'ai compris. Non, mais je crois aux compétences qu'on va servir. Comme ça, parce que tout d'un coup, ça sort. On n'y a même pas réfléchi. Et ça repose sur la relation à un moment donné, une intuition, une authenticité. Et ça peut être n'importe quoi, ça peut être une blague, ça peut être n'importe quoi. Est-ce que cette présence que vous évoquez est compatible avec les outils de téléphone, de visio, de choses comme ça? On a été confronté au Covid cette année, donc on a été amené à faire, dans le cadre de notre formation des coachs, ou par téléphone ou par visio. Est-ce que cette présence dont vous parlez est compatible avec ces outils? Pour vous répondre, je demande à tous mes élèves de rôder 180 coachings en 3 mois par téléphone. Je leur demande de ne pas utiliser Zoom, ni Skype, ni rien. Autrement dit, de développer leur auditif plutôt que le visuel. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs sens et on a tendance à beaucoup trop se reporter sur le visuel, qui souvent, quand on est dans la même salle, aboutit à beaucoup de manipulations relationnelles qui nous échappent. C'est pour ça que, par exemple, Palazzoli, Selvini utilisaient des glaces sans teint quand ils faisaient de la thérapie familiale, parce que dès que le client percevait le thérapeute, il savait l'embobiner. Mais derrière une glace sans teint, c'est très difficile. Donc, il y a des thérapeutes derrière la glace sans teint qui, de temps en temps, appellent celui qui est en salle et lui décortiquent comment il se fait avoir. Pourquoi? Parce qu'on est dans la même salle. Alors ici, je trouve que c'est intéressant parce qu'en Zoom, on a tout le temps tout le monde. Si on est dans la même salle, on n'a pas une vision latérale, on a une vision de la personne en face. Donc, on va polariser beaucoup plus. Alors qu'ici, tout le monde sait tout de suite ce que tout le monde fait. Il prend des notes, etc. Alors, en réunion, il consulte son téléphone, il est ailleurs, ça se voit, ça se sent. Zoom est peut-être beaucoup plus exigeant en termes de performance de réunion que si on est derrière une table et son ordinateur dans une salle commune.
C'est probablement aussi pour ça que les gens n'aiment pas Zoom. C'est que ça leur demande une vraie attention à tout le temps. Et une vraie présence. Oui, exactement. Il ne faut pas prendre ce que les gens disent pour argent comptant. L'inverse est souvent vrai. À la limite, Zoom est beaucoup trop intime pour beaucoup de gens. Ils préfèrent pouvoir se cacher dans une salle. Intéressant. Alors, il y a des modes opératoires à mettre en place et tout. Moi, ça m'amuse. Autrement dit, il y en a beaucoup qui, dès qu'ils arrivent, ils coupent le son. Je trouve que c'est une façon de se couper. C'est-à-dire, je peux faire des tas de trucs, personne n'entend. Or, je demande à ce qu'aucun son ne soit coupé, sauf s'il y a vraiment un chien qui aboie ou quelque chose, mais fermez votre fenêtre, on entend la rue, etc., quoi. Autrement dit, pour bien travailler en Zoom, il faut être dans une salle intime. Et là, on peut aller très bien. On peut bien travailler. Non? Oui, c'est exigeant. Vous ne le sentez pas? Si, mais je me vois bien en réunion Zoom en ayant mis le micro coupé. Et puis, il y en a d'autres qui s'amusent à faire la conversation sur le côté. Ah oui. Autrement dit, celui qui parle ne peut pas suivre, mais c'est une façon d'avoir des apartés. Donc ça, c'est à éviter comme la peste. C'est comme s'envoyer des petits bouts de papier, quoi. Ça renvoie à l'école primaire, quoi. Ouais. Donc il y a des processus, des procédures éventuellement à faire respecter, mais comme en salle de réunion. Mais si quelqu'un ne le respecte pas, ça se voit tout de suite. Alors qu'en salle de réunion, non. Et par tout le monde. Donc la pression collective est beaucoup plus grande. Et je trouve que c'est bien parce que ça relativise le poids du hiérarchique. Oui, c'est vrai. Donc c'est tout à fait d'actualité si on veut des entreprises plates, etc. Enfin bon. Donc moi, oui, j'aime bien Zoom, mais ce n'est qu'un tuyau, hein, c'est-à-dire que si on a des mauvaises réunions en salle, elles ne seront pas meilleures par Zoom. Hein. Autrement dit, beaucoup de gens râlent aujourd'hui parce que les PowerPoint par Zoom, c'est mortel, mais les PowerPoint en salle, c'est mortel. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Mais il y a vraiment, pour en parler, il y a vraiment aujourd'hui un énorme besoin pour accompagner des entreprises dans un bon travail à distance. C'est une occasion rêvée. Ils pourraient vraiment capitaliser sur l'obligation actuelle. Or, beaucoup, surtout les cadres, se sentent paumés parce qu'ils ne peuvent pas contrôler les gens de visu. Ils doivent coacher à distance, c'est plus le management de contrôle, etc. Et ils se retrouvent en culotte courte, ces cadres experts qui ne savent pas manager. Donc, il faudrait les accompagner. Là, il y a un énorme besoin. Est-ce que cet accompagnement peut également être collectif? Tout à fait, tout à fait. On peut le faire à 50. Alors? Je pensais que vous alliez rajouter quelque chose, c'est pour ça que j'étais en attente. Oh non, moi aussi. J'aime bien être inspiré par, je sais pas. Sinon, je peux parler longtemps, mais je m'ennuie.
J'avais une petite question, une question, pardon, une grande question sur Les petites par sont les rapport pires. Les petites sont les pires. Exactement. Par rapport aux exercices dont vous parliez, de faire des heures et des heures de coaching, quand justement on débute, comme nous, ou nos étudiants, qu'est-ce que, du coup, on est bien obligé d'avoir une matière, pour reprendre ce terme de protocole, ou d'avoir des outils de questionnement au début, hein, j'entends, quand on est apprenti. Oui, alors c'est ce que j'appelle des compétences. Il faut apprendre ces D'accord. compétences. Il D'accord. faut savoir réagir. Voilà. Oui. Ok. Mais ce n'est pas des protocoles. Oui. Là, je viens de réagir. Je vous ai interrompu. Désolé. Mais c'est ce que j'appelle des compétences. Ok. Alors ça, il faut les avoir. Par exemple, une des compétences essentielles de coach, c'est de savoir interrompre. Il faut savoir écouter, mais il faut savoir interrompre. Et ça, c'est pas souvent enseigné ni rodé. Alors, il y a des gens qui ne savent pas interrompre. C'est les mêmes qui ne savent pas mettre des limites, c'est les mêmes qui se mettent, qui n'ont pas de temps dans leur vie, etc. etc. Donc, il y a des choses à roder qui sont contre-intuitives ou contre-instinctives pour certaines personnes. Mais la seule façon de les apprendre, c'est en les rodant, parce que sinon, ça ne vient pas. Donc, il faut roder des comportements, des compétences linguistiques. Okay. Et dans les entraînements que font les coachs dans vos formations, est-ce qu'il y a un observateur ou ils sont deux? Non, ils sont deux et ils se donnent des feedbacks les uns aux autres. C'est minuté. C'est très, très structuré. C'est comme quand on rentre en salle de musculation, en fait, cette formation. C'est pas la structure est presque une structure, on pourrait dire, militaire. Vous faites ça pendant 5 minutes, vous faites ça pendant 3 minutes, vous faites ça pendant 5 minutes, etc. Et la demi-heure est chronométrée, ils doivent mettre une alarme, ils ne doivent pas dépasser. Et ils doivent le faire avec tous les autres participants de la même promo. Et souvent, j'aime bien en avoir une vingtaine. Comme ça, chacun est appelé par 19 personnes. Donc, ça mouline, hein, c'est une bonne machine à laver. Vous faites ça pendant 5 minutes, ça pendant 5 minutes, ça pendant 5 minutes. Moi, j'appelle ça un protocole. Non, ça, c'est le protocole d'apprentissage. Il ne faut pas mélanger la formation où je forme des coachs. Et pour former des coachs, il faut les muscler. Donc, tout à fait, il y a besoin d'apprendre comme des machines sur des machines. Et chacun est la machine de l'autre. On ne cherche pas à résoudre le problème de l'autre participant. On cherche à roder des compétences. Et après, les feedbacks sont sur comment les choses ont été dites par le coach. Par le coach. Le feedback n'est pas sur la satisfaction du client, j'aime bien ce que tu as fait, etc. Ça n'a aucune utilité. Il faut que tout soit repris en disant quand tu as dit ça, tu as utilisé tel mot, tel autre mot serait mieux. Ça me ferait plus vibrer. Quand tu as dit ça, c'était génial, fais-en plus. À tel moment, je me sentais tout seul, tu pourrais venir avec quelques ponctuations pour faire voir que tu es présent, etc. C'est des indicateurs de comment le coach est dans la relation et sur tout ce qu'il fait. Alors, à la fin, ils se les donnent les uns les autres. Et quand on en reçoit comme ça de 20 personnes différentes qui vous disent souvent la même chose, ben ça commence à marquer. Là, vous commencez à comprendre qu'il y a des choses à développer. En fait, je crée une communauté d'apprentissage. Ils apprennent plus entre eux qu'avec moi. Et c'est beaucoup plus intéressant. Et ça fait sens. Bah, c'est comme de créer une entreprise plate, quoi. Je veux dire, moi, j'organise le tout, je le mets dans leurs mains. Ils passent 180 heures ensemble sans moi. Ils en passent que 60 avec moi. Hein.
Donc, c'est déjà aux 3/4 sans enseignant comme formation. Aux 3/4 basé sur du rodage. Alors, c'est plus, hein, parce que quand ils sont en salle avec moi, je les mets tout de suite aussi en sous-groupe. Là, il y a un observateur. Et je les fais roder ce qu'ils vont devoir roder pendant 3 mois. Donc, c'est pas, je ne suis pas coach, là, je suis instructeur militaire. Ça a l'air. Non, je leur dis, voilà, vous suivez les consignes. Si l'autre ne les suit pas, vous le confrontez. S'il insiste, vous raccrochez. Vous appelez des gens qui suivent les consignes. Ce n'est pas la peine de perdre votre temps. Vous payez pour cette formation. Il faut qu'elle soit bien menée. Ne perdez pas votre temps à vous raconter des coups inutiles. Ce sont des heures de rodage. Alors, vous voulez vous voir le week-end, aller au café, etc. C'est autre chose. Mais je ne vous le conseille pas, vous allez devenir amis. Là, il faut être les machines d'apprentissage les uns pour les autres. Ce n'est pas un groupe de rencontres. Hein. Carrément. C'est un peu excessif, mais pour qu'ils comprennent bien. Si vous voulez des relations, achetez un chien. Il vous lèche la tronche, vous êtes content, il faut le nourrir. Mais le coaching n'est pas un métier dans lequel on va pour répondre à ses besoins affectifs. Il faut devenir compétent d'abord. Alors, ce n'est pas un métier sans relation, mais ce n'est pas un métier de relation sans compétence. Hein. Il faut faire attention à ce que je dis parce que ça va être mis en ligne. Mais je trouve que c'est important d'avoir cette rigueur, ce qui n'exclut pas des relations profondes, une intimité extraordinaire, des présences partagées, des choses de toute beauté. Ça va ensemble. Les gens veulent mettre ça en opposé. Soit on est rigoureux, soit on est gentil. C'est le débat papa-maman, qui tu préfères, quoi. Il faut vraiment les deux. Mais, du coup, est-ce à dire que la présence se muscle? Oui, c'est une présence particulière que celle d'un coach, c'est-à-dire c'est avec une attention à tout, avec un côté inclusif, en fait, accueillant, parce que les gens vont dire accueillant, mais ce n'est pas accueillant dans le sens relation, c'est accueillant dans le sens où on prend tout tel qu'il est, tout du client tel qu'il est, tout de l'environnement tel qu'il se présente, tout de ce qui ressort en moi tel que ça se présente. Donc, c'est totalement inclusif. Et on travaille avec ça. Donc il y a une... alors, je parle du coaching tel que je l'entends. Hein. Si vous écoutez différentes personnes, ils vont vous dire différents trucs. Mais tel que je l'entends par rapport à cette présence systémique profonde, le systémique est inclusif. Il n'y a pas d'exclusion. C'est comme, je sais pas, le problème de la pollution, c'est qu'on pense que si on jette quelque chose par la fenêtre, chez nous, c'est propre. Non, ça c'est... On pollue le voisin, quoi. Mais si on considère que la Terre entière, l'univers entier, on en fait partie, on en est co-responsable, on commence à faire attention à ce qu'on jette par la fenêtre. Chez Cardon, ça fait déjà presque plus d'une heure qu'on est avec vous. Je ne voudrais pas abuser de votre temps. Vous nous consacrez combien de temps? Non, personne n'abuse de mon temps. Ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'on peut encore vous poser les dernières questions? Allez. Je ne me suis jamais présenté. Je me présenterai en réponse. Pardon? Je ne me suis pas présenté, puisque c'est filmé. Il y a peut-être des gens qui ne savent pas qui je suis. Tout à fait. Donc, vous souhaitez le faire maintenant?
Oh, ben après votre question en réponse, comme tout le monde. Non, j'en ai pas forcément. C'était pour voilà, pour pas abuser de votre temps, savoir quel délai on avait. S'il y avait d'autres questions, si on pouvait vous les poser. Voilà, c'était ça mon intention. Bon. Est-ce Alors, qu'il il y a d'autres questions? Non, il me semble que non. Ouais. Oui. Il me semble que non. Et vous, Monsieur Cardon? Alors, Monsieur Cardon, moi c'est Alain Cardon. Beaucoup de gens m'appellent Alain quand ils me connaissent. J'ai tendance au tutoiement aussi. Donc, c'est très cérémonieux, c'est très bien. Le respect pour les vieux. Pour les maîtres? Je rigole un peu. Mais oui, je suis coach depuis 2002. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis venu au coaching en passant par la formation d'abord et ensuite par le conseil. C'est-à-dire que très vite dans la formation, je me suis rendu compte que si j'abordais les choses par système, par équipe, par ensemble cohérent, avec patron et tout, c'était beaucoup plus efficace. Donc j'ai commencé à travailler avec des équipes et petit à petit, plutôt que de formation, c'était de l'accompagnement d'équipe. C'est devenu du conseil au point, en développant des tas de choses en systémique dès les années 85, disons. Ce qui fait que quand le coaching est arrivé, ça ne m'a pas trop préoccupé. J'étais assez lancé dans mon métier. Mais certaines personnes sont venues me chercher en disant « Tu es coach d'équipe, un des meilleurs, il faudrait que tu viennes dans le monde du coaching apporter ce que tu sais faire. » Et donc, je fais une conférence à un moment pour 500 coachs en 2002. C'était dans une conférence internationale. Je leur ai dit, je ne suis pas coach, mais je fais des choses, on dit que je suis coach. Donc, je vais vous dire ce que je fais, et puis j'ai fait ma conférence. Et j'ai bien aimé le milieu, et du coup, j'ai passé les examens, j'ai écrit un premier livre, donc à l'époque, le coaching d'équipe, parce que c'était pour ça qu'ils étaient venus me chercher. Et puis, petit à petit, non, assez rapidement, en fait, ils m'ont demandé d'être assesseur de coach et de faire passer des coachs qui se présentaient à des examens. Alors là, ça m'a posé problème parce qu'il a fallu que j'apprenne vraiment ce qu'est le coaching d'une façon plus formelle, parce que si je me permettais de dire à quelqu'un de tel niveau, tel niveau, tel niveau, il fallait quand même que j'étaye mes propos. Donc, je me suis vraiment penché sur les marqueurs des compétences de coach d'une façon très détaillée. Et j'ai servi pendant une dizaine d'années comme assesseur à l'International Coach Fédération. Alors, entre-temps, des gens sont venus me chercher pour que je les forme au coaching. Ça a commencé par la supervision. Puis en 2007, je crois, j'ai commencé mon école de coaching plus formelle avec les fondamentaux du coaching systémique. Donc, ça fait presque 15 ans maintenant que ce parcours roule en ajustement annuel. Autrement dit, ce n'est pas le même qu'au début. Mais je l'affine, je le rends de plus en plus percutant. Et j'en commence un ce jeudi, vendredi à Paris. Il y en a que je fais en Roumanie en anglais, en ligne aussi en anglais pour l'Amérique latine, d'autres environnements. Sinon, je suis remarié avec une femme roumaine, ce qui me vaut d'aller en Roumanie assez régulièrement. Beaucoup de gens se demandent ce que je fous là-bas, mais c'est à faire. En fait, quand on s'est marié, elle est venue en France, mais son pays lui manquait. Et on est arrivé à un équilibre 50-50, où on est pratiquement tous les mois 2 semaines en France, 2 semaines en Roumanie, ce qui nous convient tous les deux, puisque c'est nos 2 pays. Donc, on a un grand appartement, mais divisé entre 2 capitales. Et sinon, grâce au Covid, puisque c'est d'actualité, j'ai dû écrire 6 livres cette année, qui sont tous sur Kindle ou Amazon Books.
Parce que, enfin, je ne les ai pas tous écrits. Hein. J'avais des tas de projets en cours, des dossiers de livres qui attendaient, où j'avais accumulé des tas de choses pendant des années. Tiens, il y a quelqu'un qui nous a quittés là. Ouais, non. C'est Béatrice, oui. Ouais. Ça a dû couper. Oui. Et donc, j'ai repris mes dossiers les uns après les autres. Le premier a dû prendre une semaine, le deuxième 15 jours, etc. Et j'ai tout mis en piste. Il y en a un que je devrais finir cette semaine en anglais. Donc, voilà, beaucoup d'écriture ces temps-ci. Justement, c'était une dernière question que j'avais, qui était de dire, par rapport au moment où vous avez écrit ce livre, Le maître véritable du coach, et aujourd'hui, et par rapport à votre pratique, est-ce qu'il y a des choses, des points, un ou deux points qui ont changé, qui ont évolué, ou au contraire, un ou deux points qui ont été renforcés dans votre conviction et que vous pourriez nous transmettre même de façon informelle? Tout ce qui est dans ce livre, je pourrais dire, c'est le début d'un genre d'affirmation d'un coaching un peu différent et systémique qui repose, on pourrait dire, comme en astrologie, sur le vide et le silence. Autrement dit, dans le silence ou dans le vide sidéral, il y a plus de masse et d'énergie que dans toutes les planètes et toutes les étoiles combinées, quoi. Et donc, de regarder le côté matériel ou le contenu, si je puis dire, ne sert pas à grand-chose si on n'est pas conscient du contenant. Et le contenant de cet ensemble, c'est le vide. En fait, c'est comme en musique, le contenant des notes, c'est le silence. Il faut écouter les silences entre les notes. Il faut prêter beaucoup plus d'attention. Moi, ce qui m'horripile à la fin d'un concert, c'est quand il y a un imbécile qui applaudit tout de suite. Alors qu'à la fin d'un concert, il faut savourer le silence pendant au moins une minute. Et une minute, c'est long quand on savoure un silence. Donc ça, c'est des choses que les gens n'écoutent pas, ne regardent pas. Donc depuis, j'y vais encore plus avec les théories modernes, etc. Deuxièmement, l'importance de la vitesse. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, la vitesse de la lumière, c'est un minimum. Les choses sont instantanées. Autrement dit, ça va 2 fois la vitesse de la lumière, sinon plus. Et il y a une accélération. Donc, un coaching qui prend 6 mois et 20 séances, c'est quand même un coaching à la papa. C'est presque une thérapie longue durée, quoi. Il faudrait presque un divan. Aujourd'hui, une séance de coaching pourrait être totalement suffisante pour un client ce que j'appelle du flash coaching. J'ai des gens qui m'appellent, ils me disent c'est disponible, je dis oui, vas-y. Et puis c'est réglé en 10-15 minutes. Donc il y a des modèles de coaching différents, vous ne pouvez pas imaginer. Un des modèles, par exemple, business model de coaching, c'est qu'il suffit d'avoir 10 clients de haut niveau qui payent 25 000 € par an pour ma disponibilité totale toute l'année, n'importe quelle heure, 10 clients. Je me fais 250 000. 25 000 € par client, ce n'est pas grand-chose quand on est à un bon niveau par an. Alors que beaucoup de coachs sont là comme des taxis à compter les kilomètres, ils coachent au kilomètre. Alors que si on sait faire un flash coaching en 10 minutes, ça n'a pas de prix si on est disponible tout le temps. Donc il y a des tas de business models d'actualité qui sont mondiaux, parce que tous ces gens-là ne sont pas en France, bien entendu. Ils vivent à des décalages horaires, ils peuvent appeler au milieu de la nuit, ou moi d'ailleurs, je peux être
Ça m'arrive en voyage, je sais pas, le téléphone sonne au milieu de la nuit, je vais dans la salle de bain, je fais mon coaching 15 minutes et puis je reviens. Si ma femme est encore réveillée, qui sait, il y a un client, couche-toi. Le lendemain, j'ai tout oublié. Mais le client, non. Donc ça, c'est des choses qui ont besoin d'être portées par des coachs. C'est sortir de leur cadre de référence, pépère, d'école, à la papa, avec des protocoles. Non, je veux dire, il y a vraiment des tas de coaching différents. Il faut se les découvrir, il faut se les inventer. En tout cas, moi, je suis ravi de vous avoir écouté ce soir parce que je me suis senti remis au centre du lien et de la relation avec le coaché. Je m'étais senti un peu obligé d'abandonner avec le déploiement de protocoles, de processus. Et je rejoins ce que disait Philippe tout à l'heure. C'est vrai que j'étais un peu perturbé cet été et que finalement, de vous écouter ce soir, ça me réconforte dans mon choix et dans l'idée d'utiliser mes compétences développées pendant des années et des années. Parce que j'ai eu l'impression à un moment donné que tout mon parcours ne me servirait strictement à rien. En regardant juste des outils voilà. Et du coup, avec ce que vous venez de dire, je me sens remis en selle pour de bon. Ah ben c'est bien. Oui, je vous ai interrompu, vous vouliez dire en disant, j'ai dit, j'ai eu l'impression que mes compétences ne me serviraient à rien et mon parcours non plus. Non, les compétences servent à quelque chose. Moi, même par rapport aux théories que je mets dans les livres, ce ne sont que des théories. Je veux dire, les choses que je développe aujourd'hui avec la mécanique quantique, je trouve que c'est des mots utiles pour ne pas utiliser des mots spirituels ou je sais pas quoi. J'ai pas envie qu'on me prenne pour un gourou. J'ai pas envie de faire le curé de service. Donc, je trouve que c'est intéressant de trouver des modèles théoriques qui permettent de véhiculer un esprit, mais la théorie n'est qu'une carte, quoi. On peut en avoir d'autres. Donc là, j'ai écrit un livre, il a été traduit en français sur la mécanique quantique et le coaching systémique, et sur Kindle et Amazon. Ce n'est qu'une théorie. Je pourrais écrire le même livre si j'étais bon, je ne sais pas, en christianisme orthodoxe avec des préceptes de christianisme orthodoxe. Ou si j'étais bouddhiste avec des préceptes bouddhistes. Ce qui compte, c'est ce qui est véhiculé au-delà des mots. Donc, moi, je trouve génial quand vous me dites que ce livre vous a bousculé, parce qu'il y a quelque chose qui est passé au-delà des mots. Il ne véhicule pas une théorie, il dit il ne faut pas en avoir. Mais il y a quelque chose qui passe. Donc, c'était l'intention de ce livre. Mais aujourd'hui, j'écris d'autres livres sur des modèles. J'en ai sorti un récemment sur les jeux en analyse transactionnelle, revu et corrigé, stratégie de coach. Parce que tous les jeux de manipulation sont en fait des stratégies de coach. C'est les mêmes processus, en fait. Ils sont positifs ou négatifs, mais c'est les mêmes. C'est des processus relationnels. Donc, si ça vous intéresse, il y en a d'autres là qui viennent de sortir. Celui sur les jeux, il n'est pas traduit en français, il est en anglais encore. Il y en a que j'écris en français, d'autres en anglais, après il faut les traduire. Je pense qu'on peut, en tout cas, on a noté effectivement ces livres. Est-ce que mes camarades veulent poser d'autres questions? Enfin, est-ce que je ne veux pas non plus abuser de votre temps?
Est-ce qu'on clôture notre entretien avec M. Cardon? Cherchez, il y a des tas de ressources. Hein, sur YouTube, j'ai une 60aine de films, dont une démonstration qui a été filmée au printemps, je ne sais pas si vous l'avez vu, par les Belges, là, comment ça s'appelle, qui font ces conférences. J'ai oublié leur nom. Une très belle équipe belge qui n'arrête pas de mettre en ligne des tas de conférences de coaching. Vous ne connaissez pas? Non, moi j'ai vu pas mal de vos vidéos YouTube, mais pas celle-là. ICF Synergie. ICF. Il faut chercher ICF Synergie. Ils ont une bibliothèque de vidéos extraordinaire. Et j'ai fait une démonstration pour ICF Synergie en mai d'une heure de coaching, plus commentaires après. Mais sur mon fil YouTube, alors le mot secret, c'est quoi? C'est Alain Cardon, MCC, parce qu'il y a d'autres Alain Cardon. Et là, vous aurez ma vidéothèque complète. Il doit y avoir, je ne sais pas, une quarantaine de vidéos en français et autant en anglais. Certaines sont très courtes, hein, c'est juste sur un thème, 10 minutes. Donc ça, c'est une ressource. Sinon, sur LinkedIn, je mets quelquefois des articles. Bien entendu, il y a mon site, Metasystem Coaching. Oui. Et puis, il y a les livres sur Kindle et Amazon. Donc Amazon, c'est sur papier, vous pouvez les commander, ils sont livrés. Et Kindle, on peut les lire sur n'importe quel support informatique. D'accord. Voilà. Très bien. Donc j'ai fait mon petit moment de pub, là, c'est bien. C'est très bien. En fait, on vous avait déjà un peu pisté. Monsieur Cardon, merci beaucoup du temps que vous avez bien voulu nous accorder. Merci pour votre intérêt pour le coaching et pour ce que je fais. Et puis, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'à la fin de notre formation, un peu plus tard, on puisse, ce petit groupe, revenir vers vous pour vous dire un peu comment les choses ont évolué? Ah oui, vous êtes encore en plein dans la formation? Oui, on a commencé il y a 2 mois et on terminera en mars prochain. Oula, c'est long. Là. Avec plein de protocoles à apprendre. C'est 6 mois, ça, dis donc. Alors, pratiquez, même au-delà de ce qu'ils vous demandent, parce qu'il n'y a que ça qui est vrai entre vous. Des séquences courtes. On a bien noté ça. Séquences courtes, mais pratiquez. La seule façon de progresser. Puis quand vous avez fini l'école, il faut aller chercher des clients très vite et pratiquer avec eux. C'est avec les clients qu'on apprend le plus. Il ne faut pas plus chauffer devant d'école, il faut aller voir des clients. Des clients. C'est noté. C'est noté. Merci beaucoup, monsieur. C'est parti, même. Au revoir. Grand merci. Merci. Au revoir. Bon apprentissage. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et vous m'envoyez la vidéo. Oui, je vous envoie. Je m'en occupe sur LinkedIn. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Tu coupes l'enregistrement? Oui, pardon.